de notre époque, pour ce qui est des savoir-faire qu'on met en œuvre, qui sont réalisés à travers la production. Et donc, pour la France, il y a un enjeu à maintenir cette capacité et ces savoir-faire. Et clairement, à l'issue de la période du Covid, on peut dire qu'un seuil a été franchi, une page a été tournée, on dira ça comme on voudra. Mais il est absolument certain qu'on ne retrouvera pas le niveau de la production qui était celui d'avant la période Covid. Et on doit dire aussi franchement que peut-être que c'est pas si mal que ça, qu'on soit obligé de revenir sur l'idée qu'on allait doubler le trafic aérien sur la planète. Ça, c'était pas une bonne idée, mais les choses allaient comme ça et personne ne s'en souciait, avec des logiques assez absurdes, qui est que bon, bah, puisque ça va, et ben ça va et on réfléchit pas plus loin que ça. Donc là, nous sommes au pied du mur et il n'est pas vrai que cette situation se règle comme les libéraux pensent qu'on peut le faire. Alors quelle est la pensée d'un libéral? Le maximum d'imagination de M. Macron, c'est de dire, eh ben, je distribue de l'argent, je distribue encore plus d'apparence d'argent, parce que c'est surtout de ça dont il a été très généreux. Et puis, ma foi, le marché finira par rétablir ce qui est nécessaire. Ce n'est pas vrai, ça ne se produira pas comme ça. Par conséquent, on est tous au pied du mur. Qu'est-ce qu'on va faire? On a des gens intelligents qui sont là, de très haut niveau de formation, et eux, ils ont la réponse. Ils disent, on doit aller à de la reconversion, et on doit utiliser tous les savoir-faire de très haut niveau technique qui sont mis en œuvre ici pour procéder à cette reconversion. Donc, ça repose sur un mot. Il faut planifier. Voilà. Et arrêter de s'en remettre à la magie et à croire que des garanties d'emprunt et des avances de trésorerie vont régler un problème aussi important que celui-là. Il faut planifier. C'est-à-dire être capable de passer du type de production sur lesquels nous sommes à d'autres, tout en maintenant un niveau de production, parce que c'est pas encore demain la veille qu'on effacera le transport aérien de la carte. Donc il faut que le transport aérien puisse avoir lieu, que la France y excelle et que les avions qu'on va mettre dorénavant en chantier soient du plus haut niveau de respect de l'environnement qu'il est possible d'atteindre. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Donc c'est pas vrai que la conclusion de tout ça, c'est il y a moins de travail à faire, tout le monde rentre à la maison, allez pleurer chez vous. Non, c'est le contraire. J'ai été très impressionné par la lettre des jeunes ingénieurs. J'ai trouvé ça formidable, qu'on ait dans la jeune génération comme ça une prise de conscience aussi nette. Voilà comment moi je vois le problème. Donc je viens avec mes amis, mes camarades. Je ne peux pas oublier qu'il y a eu une époque où j'étais leur député, j'étais membre du groupe au Parlement européen sur ces questions. Voilà, je me sens de cœur avec eux aussi. Hein. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Il y a un aspect humain à tout ça. Le vrai problème, c'est 20 et 40 000 emplois qui risquent de disparaître. En effet, ils risquent. Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Ils ne disparaîtront que si on s'en remet au saupoudrage et en espérant que le marché règle les problèmes. Non, c'est la planification, le redéploiement de l'activité, c'est l'invention et c'est les besoins du pays. De quoi avons-nous besoin? C'est de ça dont il faut partir. Et si nous avons besoin de ceci ou de cela, en quoi les productifs qui sont ici, les ingénieurs, les techniciens sont capables d'y répondre? Parce qu'ils sont capables de répondre à tout. C'est pas parce qu'un jour vous avez fabriqué des avions que c'est tout ce que vous savez fabriquer dans votre vie. Nous avons ici un très haut niveau de qualification, aussi bien pour la réalisation. Je pense que ici, bon, tout le monde connaît parce que vous êtes du coin. Vous avez tous été voir à quoi consiste monter un avion. C'est une tâche, c'est pire qu'un puzzle à 10 000 pièces. Bon, et c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de savoir-faire. Et puis quant à la partie conceptuelle, c'est pareil. C'est pas pour rien que c'était les meilleurs avions du monde et que ça reste les meilleurs avions du monde. À côté de quoi, les productions de Boeing sont quand même très loin derrière, vous le savez bien. Oui, quelqu'un d'autre? Consiste, vous avez lu en substance comme dit la lettre des jeunes ingénieurs. Ben oui, je suis d'accord avec eux. Parce que si vous voulez, c'est le risque. Quelques pistes. Ouais, il y a des choses qui sont évoquées. On m'a dit 50 fois qu'on pouvait faire des machins, des tableaux de bord dans les trains et tout ça, mais ça devient après une sorte de concours dans lequel je me sentirais forcément ridicule parce que je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas les connaissances techniques. Je sais de quoi on aurait besoin dans le pays.
Je sais aussi qu'il y a eu des résistances terribles à un certain nombre d'innovations dans le passé. Hein. Et j'ai l'âge de les avoir connues et vues abandonnées. Hein. Donc je ne vais pas être trop à charge de ceux qui trouvaient génial à l'époque de laisser tomber le train suspendu, tout ça, toutes ces choses qu'on savait faire, hein, de l'ingénieur Bertin. Mais je ne vais pas me donner le ridicule de vous dire qu'il faut faire ceci ou cela. Si vous voulez, c'est plutôt à eux qu'il faut demander ça. Mais je reviens quand même sur l'idée du plan. Quand vous faites un plan, comme il y en a eu en France pendant des années. Hein. Le premier, c'était à la Libération, c'était Jean Monnet qui s'occupait de ça. Et après, le général de Gaulle disait que c'était l'ardente obligation. Les premières fois que j'ai commencé à en parler, parce que c'est moi qui ai commencé à en parler avec les Insoumis, vous trouvez ça dans le programme, la planification écologique, alors on disait, ah, c'est l'Union soviétique, c'est grotesque. On a toujours, d'abord, ça marchait pas si mal que ça, et deuxièmement, on a toujours travaillé comme ça en prévoyant. Vous n'arrivez à rien si vous ne planifiez pas. Et moi, c'est pas le premier secteur en voie de sinistre que je vois. Si chaque fois, on peut prendre un tout autre exemple, quand on va fermer les centrales nucléaires, il est clair qu'on ne peut pas dire aux gens, bah ça y est, c'est fermé, au revoir et merci, rentrez chez vous. Non, on doit leur dire, vous savez faire ci, vous savez faire là, etc. On en a besoin pour telle autre activité, tel autre métier. Là, c'est pareil. Il faut d'abord identifier tout ce dont on va avoir besoin pour les questions de transport. Non seulement aérien, parce qu'encore une fois, on n'a pas dit non plus qu'on allait fermer l'aérien, c'est pas ça le projet. Hein. On doit le faire bifurquer vers d'autres types de production, mais aussi dans les autres domaines du transport. La mobilité, c'est en tout, et les ingénieurs et les techniciens que vous avez là, ils sont capables d'être les meilleurs dans toutes ces branches. Hein. Voilà, alors il ne faut pas répandre du désespoir, de la résignation et de l'esprit de catastrophe. On peut parfaitement se sortir de ça du moment qu'on s'organise un peu. Et puis je vais vous dire, si au lieu de distribuer tout ce pognon sur des gens qui ensuite le distribuent en actions, eh bien on le donnait en salaire et en chômage, eh bien tout le monde y trouverait son compte à la fin. Voilà, donc je suis aussi très mécontent de la façon avec laquelle est organisé le déconfinement économique, et je ne sais même pas si on peut appeler ça une organisation. Monsieur Castex n'a vraiment pas été bon du tout, ni pour le déconfinement sanitaire, il n'y a qu'à voir dans quel état est Mayotte et la Guyane, hein, pour ne prendre que ces exemples. La Martinique, heureusement les Cubains viennent nous aider pour soigner la population, et puis pour ce qui est du déconfinement économique, on va voir, peut-être que la semaine prochaine on va avoir la bonne surprise de notre vie, et on va avoir quelqu'un qui a une pensée cohérente sur ce qu'il y a lieu de faire, mais c'est vraiment pas l'effet qu'ils nous ont fait jusqu'à présent. Hein. Aller distribuer comme ça des sous, un petit coup à l'aéronautique, un petit coup aux voitures, rien pour le train, ah zut, on a oublié, on y reviendra. Enfin, tout ça donne l'impression d'une improvisation qui est le pire de ce qui est fait dans ce pays. On est capable de faire des choses bien plus organisées, bien plus méthodiques. Il n'y a pas de raison de se résigner. Ici, c'est ce qu'il y a de meilleur dans notre industrie en capacité. Mais il ne faut pas tout brader. Vous savez, quand on passe à Alstom et qu'on voit des gars et des filles qui produisent des turbines qui peuvent vous alimenter 600 000 personnes en électricité et qu'on trouve le moyen d'aller vendre ça au premier venu et d'abandonner les compétences professionnelles. Parce que ces gens, vous comprenez, qui croient au marché pour tout régler, ce sont des hallucinés. Ils pensent qu'on met un paquet de dollars d'un côté de la table, un paquet de tôle de l'autre, et qu'au milieu surgissent des productions de haut niveau technique. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est le processus de formation pour la reconversion, pour produire tous ces objets. Donc c'est ça, pour faire de la formation, consacrer cet argent, pour faire de la formation. Eh bien d'abord à des salaires, attendez. On commence d'abord par assurer la vie des gens. D'accord ? Le plus important, c'est les gens, les êtres humains. Alors, si on était un pauvre pays ruiné, à la catastrophe, où il n'y a pas d'argent, je dirais, bon allez hop, tout le monde se serre la ceinture d'un cran. Mais s'il y a moyen, et il y a moyen, alors la première chose à garantir, c'est que les gens aient un revenu décent. Voilà. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. Deuxième élément, il faut qu'on s'occupe, là vous changez un peu le sujet, mais j'y vais bien tranquillement. Il y a la question des jeunes qui arrivent. On n'a pas cessé de tirer le signal d'alarme. Vous savez, j'ai quelques compétences dans ce domaine, mais tous les ans arrivent 700 000 jeunes sur le marché de l'emploi. Cette année, clairement, ces 700 000-là, ça m'étonnerait qu'ils trouvent facilement du travail. Donc, alors, au lieu de se regarder en chien de faïence et de sortir nos mouchoirs pour pleurnicher, il faut qu'on soit offensif. Alors, tout ce qu'ils ont trouvé, eux, c'est de dire on va mettre les gens en apprentissage.
Je ne vais pas me perdre en détails techniques, mais c'est vraiment pas la bonne idée. Il faut de l'apprentissage. Mais l'apprentissage vous fait reproduire sans cesse les mêmes techniques de production. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. C'est proposer à tous les jeunes qui le veulent de pouvoir avoir un parcours qualifiant professionnel et d'être payés pour ça. Voilà. Autrefois, on donnait des sous dans les écoles. Dans les écoles qui formaient les instituteurs et on sortait une élite. Et bien là c'est pareil. Dans les lycées professionnels, vous avez dans les classes de terminale et du bac professionnel, des fois jusqu'à 100% de la classe d'âge qui est obligée de travailler le samedi, le dimanche et le soir pour pouvoir se payer ses études. Et ben, permettons à ces jeunes gens d'avoir une vie digne et d'être correctement salariés et puis les choses iront mieux et ainsi de suite. Donc moi ce que je veux surtout faire entendre, c'est qu'il n'y a aucune raison de se résigner. Aucune. C'est l'inverse. Une crise, c'est à la fois destructeur, mais c'est aussi une opportunité de se redéployer, de faire autrement les choses. Donc, il faut qu'on tire de tout ça, de l'espoir, de la volonté de vivre et du respect pour soi-même. Parce que là, tous ces gens doivent d'abord avoir du respect pour tout ce qu'ils savent faire et qui nous est indispensable.